Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. La question est posée de savoir qu'en est-il de la RDC? Faut-il dialoguer avec les terroristes ou encore faire directement la guerre au Rwanda? Il y a toutes ces questions qui restent pendantes. On se pose des questions. On voudrait voir les choses beaucoup plus claires. La RDC est dans les tourments et fait face à une agression barbare nous imposée depuis quelques temps. Et je dirais d'ailleurs depuis des lustres. Nous en parlons sur ce plateau et de l'adresse du président de la République. Nous parlons de la rencontre des évêques de la Cinco et de l'ECC avec les criminels, si on doit les appeler ainsi, les traîtres de la République, les condamnés à mort. Il nous faut l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur Repère, que vous connaissez très bien, Christos Mukendi, qui est avec nos présidents de CPG, à qui je dis bonjour et bienvenue, président. Bonjour mon frère Jules, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici chez mon frère Christian Bossembe et sur votre plateau et je suis chez moi. Voilà. Très bien, je parie que vous allez bien. Ça va, on tient, comme le pays, hein. On tient, on est résilient, on se bat. Il n'y aura pas mort d'homme comme on l'a dit, donc le Congo ne mourra pas. Le Congo ne mourra pas. Alors ouvrons cette émission par une sortie médiatique de l'ex-ministre de l'Intérieur. Je cite ici Excellence Peter Kazadi. Il a dit que les mots qui rangent et dérangent les RDC est venu par Mouzé et puis Joseph Kabila. Réaction. Cette question de Mouzé Laurent Kabila, Désiré, est une question assez délicate parce que en tant que républicain dans l'âme, je ne peux pas commenter sur un héros national, donc quelqu'un qui a été reconnu par mon pays comme héros national, et donc je ne peux pas commenter sur cela parce que on va dire, c'est à travers un pacte que je peux qualifier de républicain, c'est à travers quelque chose d'officiel. Cette appellation d'héros national, c'est quelque chose qui nous engage tous. Absolument. Et autant que Lumumba, nous lui devons beaucoup de respect. Nous l'avons élevé à un point où nous l'avons rendu parfait. C'est comme ce que font les catholiques quand on élève quelqu'un au niveau d'un saint. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas commis de péché ici sur Terre. Donc ça veut simplement dire qu'il y a des aspects de sa vie qui nous ont inspirés, qui devraient nous inspirer pour aller vers cette perfection, vers ces perfectionnements-là. Pas cette perfection, mais vers ces perfectionnements-là qui n'atteindra on va dire son octet, son summum, qui ne sera complet qu'à la mort, lorsque le Christ reviendra. Et c'est la même chose avec un héros national. C'est quelqu'un qui a des défauts, c'est quelqu'un qui, dans son parcours, a commis des erreurs, mais à un certain moment de sa vie, il a eu à accomplir des choses qui sont censées nous inspirer. Et nous avons fait le choix de fermer les yeux sur tout ce qu'il y a autour des négatifs et de nous concentrer sur le positif. Et le positif avec Mouzé Laurent Kabila, c'est quoi? C'est qu'il a tiré les erreurs, il a tiré des leçons de ses erreurs. C'est lui qui a ramené le Rwandais, comme on l'a dit. Il a pensé bien faire et il n'était pas les seuls parce que nous tous, nous avons accueilli ces Rwandais-là à bras ouverts parce qu'on pensait que les voisins qui viennent nous débarrasser d'un père irresponsable sera plus responsable pour prendre soin de nous. Absolument. Mais directement, on s'est rendu compte que c'était une désillusion parce que les voisins ne venaient qu'envier les meubles qu'il y avait chez nous, que ceci, tout ça, et qui ne venaient pas pour être meilleurs que notre père. Et c'est comme ça qu'ensemble, avec celui qu'on peut appeler l'oncle, qui était Mouzé Kabila, on s'est mis ensemble pour pouvoir bouter dehors ces Rwandais-là. Mais qui avait déjà maîtrisé notre pays, qui avait déjà goûté le lait, le miel qui coulait dans ces pays. Et depuis lors, ils n'ont jamais enlevé leurs pattes et leurs mains ici de notre pays. Et Mouzé l'a payé de sa vie.
nous l'avons élevé en héros national. Et je pense que pour nous de l'actuelle génération, pour nous qui faisons la politique, ça ne sert à rien de faire le procès de Mouzé. Il faut plutôt tirer des leçons de sa vie. Quand on parle de Mouzé, il faut parler de ses erreurs. Parce que ces erreurs-là sont les mêmes que sont en train de répéter nos frères qui sont dans cette affaire-là des AFC, tout ça et tout, où on les prend comme des blanchisseries de nos morts. C'est-à-dire que le Rwanda vient tuer nos morts, tout ça, et il les prend, il les met au devant pour maquiller ça sur des objectifs politiques. Okay. En réalité, c'est les minerais qu'on est en train de chercher. Et donc, j'ai préféré que l'ancien ministre, pour ne pas le citer, de l'Intérieur, et tous les autres politiques puissent plutôt utiliser Mouzé comme un exemple pour prêcher tous ceux-là qui sont même tentés à aller vers cette aventure-là des AFC, pour leur faire comprendre que, comme on dit chez nous les Bantous, si tu manges avec un sorcier, il faut avoir une fourchette trop longue parce que c'est toi qui finiras dans l'assiette. Mouzé a fini dans l'assiette et tous ceux-là qui ont coopéré avec ces Rwandais-là ont fini dans l'assiette. Et il faudrait montrer à nos enfants aujourd'hui, montrer à nos frères, à nos aînés qui sont tentés par cette aventure-là meurtrière, cette aventure-là qui endeuille nos populations, qu'il ne faut pas embrasser ces chemins-là parce que c'est un chemin de la mort. Et les mots du Congo, moi j'ai dit, le mot du Congo se trouve en chacun d'entre nous. Ah, ça se trouve en chacun de nous. Il se trouve en chacun d'entre nous parce que chacun, à son niveau, contribue ou a contribué à ce que ce pays est. Personne n'est saint. C'est comme les audios là de lui, le ministre Peter Kazadi, qui avait circulé lorsqu'il y avait ces élections sénatoriales en 2019, où on était tous étonnés qu'alors que l'UDPS avait la majorité ici à Kinshasa et qu'il n'est pas des sénateurs et tout ça, ils s'accusaient mutuellement d'avoir bouffé l'argent. Je ne sais pas si l'audio était authentique ou pas, mais on l'entend dans un audio où il dit à quelqu'un « Toi, tu penses que toi, tu es clean ». Donc ça veut dire même lui aussi sait que même les politiques congolais, même au sein de l'UDPS, personne ne peut dire qu'il a les mains totalement propres, les mains totalement blanches, parce que nous tous, nous devons reconnaître que nous n'avons pas su faire ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il le fallait pour que notre pays, aujourd'hui, soit respecté et que nous, sa population, ayons la dignité qu'il faut. Et ça, ce n'est pas aller chercher dans le régime Kabila. Le régime Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Il en a fait de mauvais. Beaucoup d'ailleurs. Que ce soit le régime père et fils. Père et fils, et même le régime Mobutu, par où notre dégringolade a commencé, parce que le régime Mobutu a hérité d'un Congo laissé par le Belge, qui était un Congo respectable et respecté par tous. Même les pays des Caraïbes, même le pays, tout le monde respectait le Congo belge. On avait un tissu industriel, il y avait des choses qui se faisaient ici, on fabriquait des choses ici sur place. Notre système éducatif, n'en parlons même pas. Notre système de santé, où même les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Absolument. Les gens qu'on a formés ici aujourd'hui, ils sont dans les hôpitaux partout dans le monde, ils sont professeurs d'université partout dans le monde. Ce sont le produit, en fait, du système que le Belge nous a laissé. Et demandez à tous ceux-là les professeurs Mabi Moulumba, à tous ceux-là qui ont été professeurs ou qui ont été docteurs aux premières heures de l'indépendance. Ils vous diront que 10 ans après l'indépendance, c'est qu'étaient nos universités, c'est qu'était l'université de Kinshasa. Mais après, c'est Mobutu. Et donc, en réalité, chacun a sa part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit que les régimes Kabila détournaient plus que les régimes Tshisekedi, mais on n'a jamais entendu des scandales de détournement comme avec ces régimes. Que ce soit faux ou que ce soit vrai, mais en tout cas, ou que les autres les cachaient, ou maintenant il y a la transparence pour les faire. Mais s'il y a transparence, c'est qu'il y a, et qu'on dénonce des problèmes, c'est qu'il y a des problèmes. Et donc, en réalité, ils ne doivent pas, lorsque vous êtes dans la gestion de la chose publique, vous ne devez pas vous attarder sur ce que les autres ont fait. De temps en temps, vous démontrez cela pour montrer peut-être... pour cacher une certaine faiblesse. Oui, ça, c'est justement ça. Mais en réalité, s'il faut évoquer cela, il faut évoquer cela comme point de référence. Non pas pour dire que, voilà, parce que ou nous, on n'arrive pas à faire ci, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Mais plutôt montrer cela pour montrer ce que vous avez fait de positif. Okay. Quand on parle par exemple de la liberté d'expression, quand on parle du fait qu'on parle de détournement, certes, mais aujourd'hui au moins on sait détourner, on sait dénoncer ces détournements-là. Il y a une IGF qui est là, qui fait un travail que je tolère, mais que je n'apprécie toujours pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'efficacité plutôt que l'ostentatoire.
j'ai l'impression que tous nos politiques et nos institutions sont beaucoup plus dans le m'as-tu vu, sont beaucoup plus dans l'ostentatoire, sont beaucoup plus dans le cosmétique. Tout le monde veut communiquer, tout le monde veut faire voir qu'il fait, mais personne n'est fait réellement. Et c'est ça, en fait, les limites. Voilà. Et c'est ça les limites du populisme. Au départ, les gens vont applaudir, comme certains ministres, je ne citerai pas le nom, qui, lorsqu'ils ont été nommés au gouvernement souminois, ont commencé avec un populisme qui a fait qu'ils étaient populaires, les influenceurs étaient payés pour les encenser comme étant les champions de la bonne gouvernance, comme étant ceci ou cela. Mais aujourd'hui, on voit les limites. On voit les limites, en fait, de cela. Et non pas qu'ils soient incompétents. Ils étaient même plébiscités pour les meilleurs. Meilleurs, tout ça, il y avait des sondages, ça et là, tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont compris les limites du système dans lequel ils sont. Ils ont peut-être beau avoir la volonté, mais ils sont limités. Je vais les citer. Je cite le ministre Mutamba, par exemple. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On va même dire on s'apprécie mutuellement. Le ministre Mutamba a commencé avec beaucoup de communiqués. Beaucoup de communiqués, des enquêtes, beaucoup de chaleur, tout ça. C'est quoi le dénouement de toutes ces enquêtes-là qu'il a annoncées à travers ces réseaux sociaux? Ouais. Donc au départ, tout le monde l'applaudissait. Mais aujourd'hui, là, les gens apprécient beaucoup plus l'efficacité du ministre Wagner, par exemple. Elle ne fait pas du populisme. Les gens apprécient son intelligence, les gens apprécient son efficacité sur terrain et ce qu'elle est en train d'accomplir pour notre pays. Ouais. Le ministre Fouamba, lorsqu'il est venu, il a commencé à tirer sur son prédécesseur Nicolas Kazadi, qui est du même parti que lui. Au lieu de se concentrer sur son travail et de pouvoir s'appuyer sur ce que son prédécesseur avait fait de positif pour avancer, il a commencé à s'attaquer à lui, même s'il le nie toujours qu'il ne s'attaque pas à lui, mais lui-même a tweeté avec son propre tweet, à moins que ça a été son community manager, où il accusait l'administration précédente aux finances d'être des gens qui sont dans les 50%, dans les 30% et tout ça. Et après, ses communicateurs disaient que non, voilà, lui, il est venu, il paye les fonctionnaires. Avant le 28, chaque fonctionnaire est payé, tout ça. Mais quelques temps plus tard, les fonctionnaires se plaignent et personne ne parle plus de cette affaire-là de payer les fonctionnaires. Et on n'a même pas la décence de venir dire aux gens qu'on avait promis que ça se fera chaque 28, comme on est les champions de la transparence. Et ça même, c'est un conseil que je donne à ces services, s'ils me suivent, Patrick Tété et les autres amis. Il faudrait communiquer pour dire pourquoi les gens n'ont pas été payés à la date où on avait promis qu'on les fera. Alors qu'on avait dit que l'autre là ne les faisait pas parce qu'il était occupé à payer les gens pour avoir des 30-20%, tout ça, et que nous, on focalise les finances, la gestion rigoureuse de finances publiques et qu'on les canalise sur l'essentiel, qui est les salaires, les sociales des gens, etc. Tout ça. Mais quand on n'arrive plus à les faire, il faut donner des explications. Comme on a été transparent dès le départ. Vous voyez que c'est ça le limite, en fait. Lorsque vous arrivez, vous ne connaissez pas les susceptibilités de là où vous êtes. Vous ne connaissez pas les pesanteurs du système. Et vous venez avec un populisme pour mettre la barre tellement de façon élevée pour promettre des choses qui, au finish, vous n'arrivez plus on va dire, à réaliser. Et ça vous desservit, ça écorce même votre crédibilité. En quelque sorte, tel que vous dites là, les mots, premièrement, ce qui tue le Congo, c'est d'abord les filles et fils du pays. C'est nous-mêmes, ce n'est pas un régime, parce que même tout régime là, a été fait pratiquement des mêmes acteurs. Ouais. Donc, si vous regardez les Lambert Mende, les Kinkemu Lumba et les autres, tout ça, c'est des gens qui ont été avec Mobutu. C'est des gens, bon, peut-être pas Lambert Mende, mais Kinkemu Lumba, il était ministre de l'Information sous Mobutu. Il a été recyclé avec Mouzé Kabila. Kabila fils, il a été là. Kabila Totondi Onanute, c'était lui. Et après, il est allé avec le cash. Et donc, c'est des gens... C'est pratiquement les mêmes acteurs. Ouais. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ils se transforment en kabilistes, ils se transforment en tshisekedi, et demain, ils vont se transformer en moukendistes, si je deviens président de la République. Donc, en quelque sorte, on va donner raison au cardinal dans son adresse où il avait fait l'année passée, où il a dit il y a beaucoup de frustrés. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se retrouve peut-être pas dans une part de gâteau, automatiquement, il devient frustré et il combat la République. Il a totalement raison. Je ne partage toujours pas ce que notre tata cardinal dit ou tout ce qu'il fait, mais sur ces points-là, nous les savons tous. On doit admettre que dans notre pays, tout a été tellement politisé. Okay. Je le disais à un vieux dernièrement, même la politique a été politisée. Ouais. Et donc c'est devenu la politique politicienne.
et non la politique comme étant un sacerdoce, comme étant, on va dire, un appel où on est censé servir les gens. Où on est plutôt au service de l'intérêt général. La politique est devenue quelque chose où on se sert soi-même, on sert sa famille biologique, on sert entre guillemets sa famille politique, et on est au service non pas de la patrie, mais de l'autorité morale. Il y a des gens qui ne sont à la maison, il n'a jamais été nommé quelque part, mais il est lui-même ministre, il est lui-même par procuration, il est lui-même DG d'entreprise, parce qu'il a mis des gens là-bas, mais en réalité, c'est lui qui tire le fichier, c'est lui qui décide de tout, c'est lui-même qui décide de qui on engage là-bas, et c'est lui-même qui décide de comment on affecte les fonds, à qui on donne les marchés. C'est quelqu'un dans son salon qui tire les ficelles comme ça et tout. Il a créé sa mafia où les marchés circulent entre les mêmes individus parce que c'est des gens de sa mafia où il tire les dividendes. Et tout ça, c'est des choses qui sont connues des systèmes de sécurité, c'est des choses qui sont connues en fait des services, mais parfois les gens deviennent plus puissants que la République, où on s'est dit que si on les inquiète, ça va déstabiliser ceci, ça va déstabiliser cela, tout ça. Et c'est ça en fait, si on est tellement faible face à nos propres enfants, qu'on ne sait pas faire appliquer la loi comme il se doit. On ne doit pas s'étonner qu'on soit faible face à certains pays qui viennent s'amuser dans notre pays. Et donc la faute incombe à chacun d'entre nous. Et ça ne sert à rien de pouvoir trouver des boucs émissaires. Lorsque vous êtes à la tête du pays, lorsque vous êtes dans la gestion du pays, les gens attendent de vous des résultats. On n'attend pas que vous nous dites que tel est pire que moi. Non, dites-nous plutôt ce que vous avez fait de mieux que celui qui était là avant. Très bien. Alors, Président, vous êtes quelqu'un qui a circulé l'Est, ou encore l'étendue de la RDC, et vous avez eu à réaliser aussi pas mal de documentaires. Parlons de la situation qui prévaut à l'Est, à Goma particulièrement. Comment Goma est tombé? Est-ce c'est parce que nos FARDC ne sont pas assez outillés, forts pour combattre l'ennemi, repousser l'ennemi, ou encore il y a eu beaucoup d'infiltrations, de traîtrises qui ont fait que Goma... Bon, vous savez, j'aime toujours aller dans l'historique. Hein. Okay. Vous savez, lorsque le chef de l'État est arrivé, il s'est employé à pouvoir réformer l'armée. Il voulait la paix. Mais comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, il a choisi le chemin du dialogue avec nos voisins. Il les a tous visités, sans exception, y compris le Rwanda. Il a même entamé des négociations aux côtés de l'Ouganda pour réconcilier, aux côtés de l'Angola, pour réconcilier Museveni et Kagame. Ouais. Il est allé à Kigali, Kagame est venu ici à Kinshasa, d'abord au deuil, aux funérailles du feu Etienne Tshisekedi. Également, il est venu... la prière de la nation. Hein. Non, pas la prière, il était à Goma, à Serena Hotel, où il y a eu ces mémorandums d'entente qui ont été signés, tout ça pour commencer des coopérations économiques. Parce que la vision du président était que le Rwanda vient chercher les minerais chez nous, mais les Chinois viennent aussi chercher les minerais, et les Canadiens viennent chercher les minerais. Toutes ces multinationales viennent chercher les minerais. Absolument. Alors si le Rwanda a des choses aussi à apporter dans ces sens-là, et qu'il a besoin de ces minerais-là, autant que tous les autres pays qui viennent de loin, pourquoi pas faire de partenariats et que cela s'efface en plein jour? Quand on dit qu'on a signé des accords avec le Rwanda, le président n'a pas signé des accords nocturnes avec le Rwanda où les gens ne savent pas. Non, c'est des accords en plein jour, des accords économiques où nous tous nous savons qu'est-ce qui a été signé. Donc ce ne sont pas des accords diurnes comme non, c'est pas non. À moins qu'il y en ait et que je ne sache pas. Mais moi, je parle de ce que je sais. Okay. C'est qu'il y a eu des accords en plein jour qui ont été signés pour pouvoir nouer un partenariat avec le Rwanda et pouvoir exploiter mutuellement nos ressources. Vous voyez? Et le Rwanda et ses parrains surtout n'ont rien à gagner à ce que les choses s'effacent dans la transparence. Parce qu'en réalité, cette affaire-là, si elle passe par la transparence, donc ça veut dire que ça va passer par le trésor rwandais. Et Kagame, même si en dictateur qu'il est, il a certaines limites. Parce que peut-être les FMI, cela, tout ça, ils peuvent encadrer les ressources. Et ça ne profite pas à la mafia du FPR, qui, les généraux du FPR, certains cadres du FPR, les Kabarebe, les autres, tout ça, c'est eux qui bouffent l'argent, en fait, qui se font l'argent avec ces commerces-là du minerai de sang, cette contrebande. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont préféré aller dans les chemins de la guerre.
Vous voyez? Et donc, ce chemin-là de la guerre a été choisi aussi parce qu'il voyait à côté que le président était en train de déboulonner certains cadres de l'armée, certaines personnes, peut-être pas qui jugeaient inefficaces. En tout cas, il était en train de renforcer l'armée. Il était en train d'essayer d'équiper l'armée. On faisait pression pour qu'on lève cet embargo-là qui était maquillé en régime de notification. Okay. Et c'est ce qui a fait que Kagame nous a attaqués. Et donc, en réalité, le processus de maturation de notre armée n'a pas atteint son total potentiel. Il a été interrompu. Et c'est ce qui a fait que on a été attaqué alors qu'on était encore faible, en train de nous renforcer, en fait. Okay. Et donc, mais je dis toujours que la force n'est pas forcément la force dans les armes. La force n'est pas seulement dans les équipements, mais la force est d'abord dans l'âme. Lorsque vous avez une âme guerrière, et c'est l'âme que tout Congolais a, aujourd'hui, personne ne va accepter d'être vassalisé par un Rwandais. Ouais, d'être vassalisé, et même pas par qui que ce soit. Personne ne va accepter la colonisation aujourd'hui. Personne ne va accepter l'esclavage. Et on se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on récupère nos territoires qui sont occupés par le Rwanda. Et contrairement à ceux-là qui ont une émotion sélective, comme on dit, qui aujourd'hui se font des chantres de la souveraineté de notre pays, parce que Goma a été occupé. Vous m'avez reçu sur ces plateaux à plusieurs reprises. Nous avons toujours dénoncé cette affaire-là depuis que ça a commencé à Bunagana. Okay, exactement. Moi-même, j'ai été à Kichanga, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et tout ça. C'est parce que je savais que les dangers est entré à partir de Bunagana. La honte a commencé à Bunagana. Aujourd'hui, on a bafoué notre dignité à Bunagana. Je me suis insurgé contre ça depuis Bunagana. Mais la plupart des politiciens aujourd'hui font croire que tous ces pans de notre territoire-là qui sont occupés ne comptent pas et que c'est Goma qui compte. C'est une ville à laquelle je suis très attaché. C'est vraiment mon deuxième chez moi. J'y vais là-bas très souvent. J'ai des amis là-bas. J'ai de la famille, tout ça. Et j'ai été blessé parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu d'y aller pour mon anniversaire, c'est le 28 février, fêter avec les réfugiés à qui j'ai fait venir des tentes, tout ça pour le leur remettre. Je ne saurais pas y aller. Vous savez comment je suis préféré de ces Rwandais-là qui sont là-bas. Et donc, quand j'y vais là-bas, ils vont m'accompagner dans ma tombe facilement. Et donc, je ne sais pas y aller. Mais, en réalité, c'est que on a commencé à violer notre souveraineté depuis là-bas. Et c'est comme ça que j'ai dit qu'il ne faut pas parler de Goma. Vous voyez, Goma, c'est vrai que c'était un symbole. Mais c'est le gouvernement qui a fait de Goma un symbole. Goma ne tombera pas, Goma ne tombera pas, Goma ne tombera pas. Goma est tombé et ça a donné un peu l'air de démobiliser tout le monde. Vous voyez, de démobiliser tout le monde. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la première fois que Goma tombe. Goma a été occupé par les M23 en 2012. Goma a été occupé par les RCD pendant plusieurs années. En 98, 99. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Nous allons nous réorganiser pour, on va dire, attaquer. Et si pour répondre à votre question, ça c'est, on va dire, des secrets d'État, pas peut-être des secrets d'État, c'est peut-être des stratégies militaires, tout ça, ce qui s'est passé. Les gens qui connaissent un peu bien la zone, tout le monde s'est dit comment on n'a pas ravitaillé nos militaires, comment on a laissé nos militaires combattre pendant 2 jours, sans leur venir en aide et tout ça. C'est parce que les gens ne comprennent pas très bien c'est quoi la configuration de la zone. Les gens entendent Goma, ils ne savent même pas situer Goma dans une carte, ou peut-être correctement. Goma donne le dos. En tout cas, Goma, on va dire, Goma est piégé entre le Rwanda et les lacs. Ok. Vous voyez? Et il n'y a que 2 points de sortie. L'Ouganda? Il y a, bon, pas vraiment l'Ouganda, parce que Goma est entouré par 2 territoires congolais, le territoire de Masisi et le territoire de Nyiragongo. Et de l'autre côté, c'est le lac, une bonne partie. Et après, il y a un petit pan de terre qui entre par Gisenyi et on va dire plus globalement la province de Rubavu où on partage la frontière terrestre. Okay. Et notre aéroport est à quelques centaines de mètres de la frontière rwandaise. Donc ça veut dire, si on jette, on va dire des roquettes à partir du Rwanda, ça peut atteindre notre aéroport. Et d'ailleurs, nos avions, vous avez vu, on avait failli descendre notre Sukhoi. Une fois, là, les Rwandais avaient visé notre Sukhoi. C'est parce que pour aller à l'aéroport de Goma, les avions qui viennent de la RDC sont obligés de passer par le Rwanda, violer, on va dire pas violer, passer par l'espace aérien rwandais et descendre au Congo.
Maintenant qu'on a fermé notre espace aérien, donc ça veut dire même si on rouvrait l'aéroport, On ne sait pas. On ne sait plus descendre à Goma, parce qu'eux aussi vont certainement appliquer la réciprocité, et donc on ne saura plus écorcher leur espace aérien. Leur espace aérien pour descendre, à moins qu'ils permettent peut-être des zones, les vols humanitaires, tout ça, mais peut-être pas les vols civils. Et donc, c'est ça, en fait, la difficulté. Et jusque-là, on avait 2 points où on fermait. On fermait du côté de Masisi à Sake. À partir de Sake, vous savez aller vers le sud Kivu. Vous savez aller à Minova, tout ça et tout, vous allez jusqu'à Bukavu. Et vers le côté nord, on fermait à Kibumba. À partir de Kibumba, cette route-là vous mène jusqu'à Rutshuru. Rutshuru, vous entrez à Bunagana. Donc en réalité, les Rwandais avaient beaucoup plus de facilité en entrant par Bunagana de venir par la route de Kibumba et d'attaquer, comme ils l'ont fait en 2012. Et en 2012, quand ils ont attaqué par le nord, par Kibumba, il y avait aussi un point où on avait fermé là-bas. Mais pourquoi ils ont pu entrer? C'est parce qu'ils ont attaqué avec l'armée rwandaise qui a traversé la frontière, ils ont bombardé nos positions et ils ont pris la ville. Donc en réalité, c'est des militaires venus du Rwanda. Comme maintenant, là, il y a plus de 10 000 militaires qui sont entrés pour pouvoir défaire notre Mais il y a Kagame verrou. qui nie jusque-là. Ah non, ça c'est un secret de polichinelle. Et il nie pour narguer les gens. Il ne le dit pas clairement, mais implicitement, il ne nie pas qu'il est au Congo pour régler un problème qui menace sa sécurité. Et donc, mais cette fois-ci, ce que les Rwandais ont fait, c'est quoi? Ils sont arrivés à Kibumba, mais sans beaucoup forcer à Kibumba. Ils ont pris un large espace à Rutshuru. Ils sont entrés à Masisi. Ils ont pris Kichanga, Rubavu. Ils sont allés jusqu'à Mushaki et les collines surplombant Sake. En 2023, ils ont essayé de prendre Sake, mais ils ont été repoussés, ils sont rentrés. Ils ont laissé, ils ont continué à forcer vers Kanyabayonga, ils sont entrés jusqu'à Lubero là-bas. Leur stratégie était quoi? De repousser nos militaires le plus loin possible. Quand ils les ont repoussés jusqu'à après Kanyabayonga là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué Minova. Ils ont attaqué Minova pour couper tout approvisionnement qui viendrait du sud Kivu et contrôler totalement le lac. Okay. Et de côté partie rwandaise et côté partie congolaise. Et donc, ils ont repoussé encore nos militaires de l'autre côté là-bas. Et les renforts, s'ils doivent monter, ils peuvent les pilonner à partir du lac. Faire couler les navires, tout ça. Parce que à partir du sud Kivu, on ne peut que venir avec les navires. Comme il y avait le Sukhoi qui les bombardait, ils ont fabriqué un truc avec les Américains, là, une trêve là, qu'ils avaient insisté sur ça. Et pendant cette trève-là, ils se sont réorganisés, ils sont fournis en armes sophistiquées, notamment des drones et des systèmes anti-aériens. Ce qui fait que ils ont mis ça à Masisi. Et donc, nos Sukhoi ne peuvent plus aller les bombarder là-bas parce qu'ils vont abattre nos Sukhoi avec le système de défense anti-aérien. Oui. Alors, il ne restait plus que le verrou de Sake et le verrou de Kibo. Donc, on va dire, à ce moment-là, Goma était totalement encerclé. Ils ont forcé, ils ont pris Sake. Ils sont arrivés jusqu'à Mobambiro. C'est là où, à Mobambiro, et puis Mobambiro, c'est Kasengezi. C'est à Kasengezi que notre gouverneur a été assassiné. Et c'est notamment ça aussi qui a bouleversé les gens lorsque le gouverneur a été assassiné. Et quand je disais que le mal est en nous, c'est qu'à un certain moment, on doit se regarder en face. Autant nous sommes durs envers ceux-là qui nous font du mal de l'extérieur, autant nous devons être durs envers nous-mêmes, être rigoureux envers nous-mêmes. Si nous commencions à faire cet exercice-là, on va se remettre en question et on va avancer. Et c'est comme ça que j'avais beaucoup salué l'initiative du président de la République, notamment sur cette histoire de réformes constitutionnelles. Mais j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on ne doit pas faire de la politique politicienne, on ne doit pas faire une révision de la Constitution juste pour réviser quelques articles. Parce que même du point de vue de la population, c'est inconcevable de dire que c'est quelques articles de la Constitution qui bloquent le social, qui bloque la construction des routes, qui bloque l'arrestation des criminels financiers, qui bloque que l'État soit efficace, qui bloque que l'État soit assez dissuasif pour que les gens respectent l'État et respectent la chose publique. Il faut plutôt prendre le changement. Et exactement. Et donc, même pas les changements en réalité. Je parlais plutôt d'une démarche de refondation de l'État.
d'une démarche où on se met tous ensemble, comme à la table ronde. Okay. Mais là, ce n'est plus avec un blanc qui vient vous dire que l'indépendance est un cadeau de la Belgique et que le Congo belge est une fabrication du génie de Léopold II, entre Congolais, où on s'est dit que après la table ronde de 60, nous sommes de cette génération-là qui veut maintenant nous faire accéder dans notre réelle indépendance, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit militaire et tout ça, faisant un état des lieux dépassionné de la situation, sans nous accuser mutuellement, mais identifions les mâles, parce que nous, au Kasaï, nous disons que l'insecte qui ronge les haricots se trouve à l'intérieur du haricot. Et donc, si cet haricot du Congo est devenu aussi vide qu'il est, c'est parce que, quelque part, il est rongé de l'intérieur, et c'est à nous de pouvoir extirper chacun comment cet insecte-là qui nous fait ronger le Congo, et entamer une direction vers le changement, vers une refondation de l'État congolais pour léguer à la prochaine génération, pour léguer à nos enfants un pays qui n'est pas qu'un pays par son nom, qui n'est pas qu'un pays de nom, mais vraiment avec des structures, un pays qui prend soin de ses enfants, de ses citoyens, un pays dont nous serons fiers, RDC Lokwa Makasi, dont qu'on ne dit plus, tozongela cette fierté-là d'appartenir à la nation congolaise et de, enfin, relever nos fronts longtemps courbés. Et comme je le disais, donc j'ai salué cette initiative-là parce que je voulais que ça aille dans ce sens-là. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ça la solution, en fait. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas trois solutions. Il faut qu'on puisse se remettre en question, il faut qu'on puisse réaliser que, en réalité, c'est notre manque d'organisation. Parce que le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda est simplement organisé. Bien organisé. Et nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes désorganisés. Parce que nous avons le nombre avec nous. Nous avons l'amour du pays avec nous. Nous avons la détermination avec nous. Nous avons l'intelligence avec nous. Nous avons les ressources avec nous. Financières, minières, tout ce que vous voulez. Mais simplement, nous ne rassurons pas les partenaires parce que nous sommes un pays désorganisé. Désorganisé. Alors, vous avez tout dit, Président. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de gaspiller nos énergies, nos efforts, au lieu de rentrer en interne tel que vous venez de le dire là? Parce qu'on est en train de nous tourner vers la communauté internationale, que nous savons très bien que cette communauté internationale ne nous soutient pas du tout. Si c'était le cas, ils allaient peut-être nous prêter main forte depuis très longtemps. Mais nous sommes en train d'aller de l'autre côté là-bas. Prenons l'exemple de le dernier sommet ici, EAC SADC. On voit tous les chefs d'État. Personne n'a pu condamner nommément le Rwanda. Mais on nous demande à nous, la RDC, de négocier avec un groupe rebelle, alors que tous savent que c'est le Rwanda, en réalité. Pourquoi est-ce que la RDC ne se tourne pas vers ses frères afin de trouver les solutions en interne au lieu d'aller toujours à l'extérieur? Ces frères-là, vous parlez de qui? Entre Congolais. Y compris Nanga. Non, moi je ne mets pas Nanga. Rassurez-moi. Présentement, la Nanga ne fait pas partie voilà. en tant que frère. Et donc je voulais qu'on fasse cette nuance-là parce que je ne suis pas pour l'initiative des non, ça on parle pas de. Ouais, justement, je veux parce que les gens, non, parce que comme je soutiens cette affaire-là, les gens risqueraient de croire que je suis aussi pour l'affaire des Sango. Alors je précise que je ne suis pas pour cette initiative-là. En réalité, en temps normal, oui. Parce que même comme ils disent que c'est une table ronde, c'est pas le président Tshisekedi d'un côté, ses opposants de l'autre côté, c'est une table ronde où tous les Congolais se mettent ensemble sans se critiquer, qu'on trouve des solutions sur des problèmes profonds qui rongent notre pays. Ça, c'est une initiative à saluer. Ouais. Et ils disent que c'est utopique de pouvoir associer les M23, de ne pas associer, pardon, les M23, de ne pas associer Corneille Nangaa et sa bande. Ils ont leur raison de penser ainsi. Vous voyez. Mais moi, je pense que, comme le dit souvent le ministre Mouyaya, on ne doit pas récompenser la barbarie. Vous voyez. Parce que ça, c'est un cycle infernal dans lequel on va entrer. On l'a fait par le passé, où on a récompensé des chefs de guerre, on a récompensé des gens, les Olivier Kamita, tous ceux-là qui ont été dans les groupes armés, qui ont endeuillé nos populations, tout ça, se sont retrouvés dans les institutions. Vous verrez que nombreux d'entre eux là ont juré de ne plus jamais répondre à la lutte armée.
Donc, on va dire qu'ils se sont repentis quelque part. Ouais. Alors, continuons ainsi à récompenser les gens qui tuent nos frères. C'est consacrer, voilà, consacrer l'impunité, c'est trahir nos morts, c'est continuer en fait dans une démarche où à chaque fois que quelqu'un se sentira frustré, il va aller chercher un ennemi extérieur au Congo qui va lui donner un appui, il va entrer, il va violer, il va tuer, il va massacrer, il va piller, et au bout du compte, il sait que on va l'approcher parce que l'État est faible et le faire asseoir à la table de négociation, il donne ses exigences, on négocie et puis il est là, il quitte de la brousse là-bas, là où il vient de tuer, de violer, il a encore sur son corps, dans ses habits, le sang, sur ses vêtements, les sangs de nos concitoyens, et il vient, il commence à prendre les bandes, les sens uniques ici, tout ça avec les gyrophares, en train de nous narguer ici, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a été récompensé, parce qu'il a massacré les gens, parce qu'il a tué. Non. À un certain moment, on doit arrêter. Et je pense que la démarche du chef de l'État de pouvoir catégoriquement refuser de négocier directement avec ces groupes armés-là et de pouvoir leur dresser un tapis rouge qui sera teinté du sang de nos compatriotes, il veut, soit il dépose les armes, et que s'il y a des choses sur lesquelles on doit discuter, on discute de cela comme tous les Congolais. Et à ce moment-là, même l'initiative de Sango sera la bienvenue. Ça veut dire qu'il dépose des armes, ouais. Il se retire de tous les territoires. Justement, occupés. Voilà, il montre qu'ils reconnaissent la bêtise qu'ils ont faite et qu'ils n'auraient pas dû, dès le départ, faire ce qu'ils ont fait là. Vous voyez. À ce moment-là, ils entrent dans le processus de Nairobi parce que c'est un processus où on a permis à tous les groupes armés, parce que chacun a ses revendications. Nous avons dit globalement que ce que vous avez fait là est mal. Déposez les armes, venez à Nairobi, parlons de pourquoi vous avez pris les armes, tout ça, et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et vous tous, lorsque vous rentrez de Nairobi, vous rentrez dans la vie civile. Personne ne sera intégré dans les forces armées. Parce que ça a été même verrouillé au niveau du Parlement. On dirait que c'est qu'eux ne veulent pas non plus. Non, mais comment ils vont le vouloir? Parce qu'eux n'ont pas de revendications. Eux, ils ne portent que les revendications hégémoniques du Rwanda. Le Rwanda parle des FDLR. Il sait que les FDLR, c'est un faux problème. Le Rwanda a dit que les FDLR menacent sa sécurité, que les FDLR s'incusent là-bas et tuent les gens. Ça n'a jamais été documenté. Pourquoi le Rwanda n'a pas amené dans le cadre du processus de Luanda le mécanisme de vérification là? L'Angola a envoyé les experts, nous le Congo on a envoyé les experts. Le ministre Olivier était à Goma avec la ministre des Affaires étrangères Wagner pour pouvoir lancer ces mécanismes de vérification. Pourquoi les experts rwandais sont toujours en route depuis ces jours-là? Ils ne sont jamais arrivés au pays. Parce qu'ils savent qu'en venant, lorsqu'on va commencer à vérifier les faits, on va voir que non seulement que le Rwanda est là, c'est le Rwanda qui tue, c'est le Rwanda qui pille, mais il n'y a pas ces FDLR là dont ils parlent. Et aujourd'hui, le discours évolue, c'est qu'ils ne parlent plus des FDLR comme des hommes avec les armes qui veulent attaquer le Rwanda, mais comme une idéologie qui entre dans les mentales des gens, tout ça, et prépare les gens à perpétrer un massacre là-bas au Rwanda. Et il dit prévenir un massacre au Rwanda, mais tout en commettant un massacre de plusieurs millions de Congolais ici sur notre sol. Vous voyez un peu l'aberration qu'il y a dans cette affaire-là. Et ce que fait la communauté internationale, là, la communauté internationale frise justement la complicité. C'est eux qui sont comme des auteurs intellectuels en fait, de ces massacres-là. Parce que ça ne se comprend pas. Et donc, à ce moment-là, que Corneille Nangaa et toute sa bande quittent l'aventure rwandaise, parce que ils n'ont pas de revendication en fait. Parce que, comme je disais, le Rwanda, il sait qu'avec cette histoire des FDLR, tout ça, il y aura des limites en fait. Parce qu'à un certain moment, tout le monde va voir clair dans son jeu. Et c'est comme ça qu'il a toujours utilisé de proxy. Des Congolais qui met en avant avec des revendications entre guillemets politiques. Et c'est M23 là, il dit que non, voilà, ce sont des Congolais qui ont peur pour leur sécurité, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ils vont demander d'intégrer soit les forces armées, soit qu'on les laisse avec leurs armes, mais qu'ils puissent administrer toute la partie de Massissi, la partie de Rutshuru, là où, entre guillemets, les Tutsis sont menacés de génocide. Or, on sait tous que c'est cette partie-là qui est riche en minerais, et ça leur permet de pouvoir faire leur contrebande comme ils le font là. Ouais. Et donc, que nos frères puissent, on va dire, revenir à la raison, qu'ils abandonnent leur coalition avec les Rwandais, qu'ils viennent à Nairobi, qu'on parle franchement et qu'on trouve des solutions aux problèmes d'insécurité, tout ça. Et même s'ils ont des revendications politiques, ce sont des revendications politiques sur lesquelles on peut discuter là-bas. J'aurais bien aimé que notre État soit fort pour mater tous ces groupes armés-là. Mais
Mais pour l'instant, lorsque vous êtes faible, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez. Vous négociez. Mais on ne peut pas négocier la souveraineté. Parce que même vous, là, quelqu'un vient, il dit, soit tu meurs, soit tu meurs. Tu ne négocies pas avec cette personne-là. Donc en réalité, c'est que le Rwanda, à travers les M23, ces gens-là mettent sur la table, c'est soit la mort de notre pays, soit la mort de notre pays. Donc il n'y a pas de choix, en fait. Donc vous venez avec sur une consultation ou des négociations où les conclusions sont déjà prédéfinies. Et ces conclusions-là, vous ne vous arrangent en rien. Et en tant que nation, on ne peut pas négocier avec des gens qui nous ont endeuillés, tout ça, et qui nous proposent aussi de pouvoir nous désintégrer comme nation. Donc, nous sommes dans une période où l'RDC est fragilisé totalement. Nous sommes fragilisés, parce qu'un pays qui n'est pas fragilisé n'est pas un pays occupé. Nous sommes fragilisés, mais moi je dis toujours que ce n'est pas une fatalité en fait. Parce que c'est dans la faiblesse, c'est dans le moment le plus difficile que les grandes nations se sont formées. Ouais. Comme on dit, les temps durs créent des hommes forts. Et les hommes forts créent des temps faciles. Le président, dans son adresse, il avait dit qu'il allait avoir une riposte vigoureuse. Elle s'organise. Si vous suivez l'actualité de combat, on a repoussé à plusieurs reprises les Rwandais qui essayent de prendre Bukavu. Et donc, ils sont en train de forcer. Mais là, présentement, là, ils occupent déjà Calais. Non, bon, on va dire, ils sont à Youssi et tout, parce que la perte de Goma a désarticulé, en fait, un peu notre défense, quoi, parce que c'était vraiment le qui-j'ai et on n'a pas eu le temps de pouvoir bien nous réorganiser au Sud Kivu. Mais nos hommes ont la volonté. Il faut saluer la bravoure de nos militaires. Ils sont en train de se battre, ils vont défendre la patrie jusqu'au dernier. Et comme quand on dit la patrie ou la mort, là, ce n'est pas un slogan. Oui. Et ces Rwandais-là doivent savoir que même vous, journalistes qui êtes là devant moi en train de parler, avant qu'ils ne puissent nous asservir, ils doivent passer sur le cadavre de chacun d'entre nous. Ouais. Pas seulement ceux-là au Katalaï na Sokoto, ceux-là qui ont prêté serment de pouvoir défendre la patrie jusqu'à la mort, qui ont signé un contrat avec la mort pour aller dans les forces de l'ordre, mais tout Congolais fier de sa dignité, qui accepte de mourir libre plutôt que de vivre esclave. Et surtout esclave sur la propre terre de ses ancêtres. Et ça, c'est le message qui doit être dit, insufflé dans l'ensemble de la population. On doit comprendre qu'aujourd'hui, cette guerre existe depuis 30 ans. Peut-être qu'elle sera là les 30 prochaines années. Tout dépend de nous. Mais nous devons, préparer les futures générations à être plus armées, à neutraliser la menace, d'où qu'elle vienne, que nous l'avons été par ceux qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que le président disait de ne plus répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est quoi? C'est pouvoir nous laisser ces systèmes éducatifs archaïques. Beaucoup de gens, c'est grâce à la guerre qu'ils ont connu Kanyamaoro, Kanyabayonga, qu'ils ont connu Rutshuru, qu'ils ont connu Bunagana, tout ça. Parce que même la géographie de notre pays, on ne la connaît pas très bien. Et surtout pas la géographie des zones sensibles. Alors qu'on nous dit que ces zones-là, au Rwanda, même les prêtres prêchent dans les églises que le Massissi, Rutshuru, c'est la terre qui a été promise aux Tutsis, que c'était la terre de leurs ancêtres. Leur politique, chaque jour, remettent en cause les frontières tracées à Berlin, en disant qu'il y a eu une partie du Rwanda qui a été donnée à la RDC. Kagame a fait encore une interview avec Jeune Afrique dernièrement, où il dit que la Belgique fait partie du problème. Il parle de la Belgique comme en tant que colonisateur qui avait donné une partie du Rwanda à la RDC. Et donc, eux, ils se disent qu'ils sont dans la légitimité de venir reconquérir ce qui leur avait été arraché. Il y a aussi le fils Museveni qui dit qu'il faut retracer. Voilà, exactement. Donc, ils devaient venir reconquérir ce qui leur avait été arraché. Et ils savent qu'avec eux, c'est peut-être difficile, mais ils préparent en fait même les futures générations. Ils sont en train de conditionner les gens à pouvoir s'aligner derrière cette bataille de conquête. Même après eux qui puissent continuer. Voilà, que cela continue, que les gens se mettent en tête que voilà, nous avons une terre là où coule le lait et le miel. On nous a arraché ça parce que c'était riche en minerais et puis on nous a laissé un pays qui n'a que le vent et la pluie comme richesse. Et donc, moi, je me dis que préparer l'avenir, c'est cela aussi. C'est pouvoir éduquer notre peuple. C'est pouvoir préparer nos enfants qui se rendent compte qu'ils ont un pays magnifique, mais ils ont un pays menacé.
et qu'ils soient préparés à pouvoir faire face à cette menace-là, à pouvoir défendre la patrie, qu'ils soient préparés à aimer le pays, qu'ils soient préparés à ne pas commettre les erreurs que nous, leurs aînés, avons faites. Parce que nous avons humilié ce pays, parce que nous n'aimions pas ces pays. Ils doivent se comporter comme ces grands frères-là qui ont un parent irresponsable, un parent ivre, un parent qui vient, qui bouffe tout son salaire, qui frappe sa femme, qui s'enivre, qui fait pipi devant les enfants, les voisins ne vous respectent plus, tout ça. Toi, en tant que grand frère, même si tu n'as pas été scolarisé, tu te dis que moi, je vais devenir même boy maçon, je vais même devenir journalier quelque part, mais je vais payer les frais de mes petits frères. Je vais amener le pain chaque soir. Je vais soigner ma mère quand elle est malade. C'est pas parce que mon père qui est censé les faire est irresponsable que moi je ne dois pas le faire. C'est pas parce que moi je n'ai pas étudié que je dois laisser mes petits frères aussi ne pas étudier. C'est vrai que moi mon père ne m'a pas aidé à parler ne serait-ce que bien français. Mais je ne dois pas laisser mes petits frères être comme moi je suis. C'est comme cette grande sœur là qui a été engrossée, tout ça, qui a fait des enfants dans la maison de famille, mais qui est très rigoureuse avec les petites sœurs. Toi tu vas où? Rentre ici, tout ça. Pourquoi? Parce que et la petite sœur peut dire, mais toi-même, toi là, que tu as ramené un enfant ici, tout ça, c'est quel exemple que tu veux nous donner? Elle reconnaît qu'elle n'est pas un bon exemple, mais elle veut se servir de son exemple pour leur dire que je ne veux pas que vous finissiez comme moi. Et c'est exactement ce que nous, notre génération, devons faire avec la génération qui vient. Nous devons reconnaître qu'on est une génération sacrifiée. Ceux qui sont avant nous, c'est une génération perdue. Et nous récoltons les fruits en fait, de notre irresponsabilité aujourd'hui. Mais on doit s'engager que cela s'arrête à un moment. Et pour que cela s'arrête à un moment, cela ne va s'arrêter qu'avec des Congolais d'une autre qualité. Des Congolais animés éduqués autrement, animés d'un autre état d'esprit. Et ça, c'est notre génération de pouvoir tracer comme une zone tampon entre ceux qui sont avant nous et ceux qui viennent après nous pour que la pourriture qui est avant nous ne puisse pas traverser notre génération et atteindre les générations futures parce que là, ce sera catastrophique pour notre pays. Alors, Président, en 2012, je ne sais pas par quel moyen, le président Kabila avait mis terme avec cette situation parce que c'est en cette période-là que les M23 avaient occupé Goma et la paix était revenue. Et en son temps aussi, le président Kabila s'était retiré de toutes ces communautés EAC et ainsi de suite, surtout EAC. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la RDC de sortir carrément de ces communautés parce que ça ne sert absolument à rien? Non, si ça nous servait... Prenons par exemple l'exemple du président Traoré. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait tout ce qu'il avait. Il a fait. Il y avait plusieurs groupes armés. Il a anéanti les groupes armés. Ça continue. Il a chassé la France d'une certaine façon. Il est resté dans son pays pour travailler. Mais on peut regarder les résultats. On peut voir les résultats d'antan et d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la RDC ne ferait pas aussi de même? Vous savez, la RDC, c'est pas le Burkina. La RDC, c'est pas le Mali. C'est pas le Niger. La RDC, c'est le cœur de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on est l'un des rares pays à faire partie des 3 communautés régionales. Parce que dès par notre population, on est avec la communauté de l'Afrique australe, parce que nous avons une grande population qui dépend aussi de l'Afrique australe. Nous avions une grande population qui dépendait aussi de l'Afrique de l'Est. Quand vous allez à Bunia, quand vous allez à Beni, quand vous allez à Butembo, vous allez à Goma, c'est des populations qui ne sauraient pas bien vivre sans le Kenya, sans l'Ouganda, sans le Rwanda, sans le Burundi, parce que c'est le même peuple, c'est des échanges économiques, c'est des familles qui se sont installées de l'autre côté, de part et d'autre, tout ça. Et c'était du génie pour le chef de l'État de pouvoir penser qu'il était nécessaire de pouvoir intégrer nos populations de l'autre côté là-bas. Et surtout que la communauté de l'Afrique de l'Est, je peux même dire qu'elle est la communauté la mieux organisée, peut-être même plus que la communauté de l'Afrique centrale. Souvent, je me dis que s'il y a une communauté où les gens peuvent dire que c'est une communauté inutile, je peux parler de l'Afrique centrale. Parce que nous sommes ici à Kinshasa, on est censé bénéficier beaucoup plus de la communauté de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Mais pour aller, n'est-ce pas, ici au Cameroun, pour aller dans d'autres pays, tout ça, il faut avoir le visa. On ne bénéficie pas. Voilà, il n'y a même pas d'infrastructure pour pouvoir circuler. Voilà. Mais par contre, là-bas,
par route, tu peux quitter Goma et tu arrives à Nairobi par route. Oui, et donc les gens font les commerces là-bas, tout ça. Donc déjà, on va dire, on était déjà là-bas de fait, en fait. Mais il fallait simplement formaliser cela pour qu'il y ait notamment des facilités douanières, tout ça, des choses qui permettent au business de pouvoir avancer. C'était nécessaire. Et si c'était à refaire, je vais conseiller au président de la République de pouvoir refaire la même chose. Les gens qui le disent, je l'ai dit, c'est des gens qui vivent ici. C'est des gens qui vivent loin de là. Et ils ne connaissent pas les réalités. Moi, je vis, entre autres, aussi là-bas. Je côtoie les gens de là. Et je sais combien la communauté de l'Afrique de l'Est est importante pour nos populations du côté Est. Et donc, de ces côtés-là, il ne faut jamais remettre en question le choix du chef de l'État par rapport à cela. La deuxième chose, c'est que, aujourd'hui, l'EAC, la SADC, si aujourd'hui on a pu tenir, les Sud-Africains sont là, ils se battent, c'est grâce, c'est une mission de la SADC, ça il ne faut pas oublier cela. Kabila le père, lorsqu'il a été attaqué par le Rwanda, il a été sauvé par la SADC. C'est à ce moment-là même qu'on a intégré la SADC aussi. Ouais, donc il faut pas oublier cela. Et pour l'Afrique de l'Est, aujourd'hui on aurait eu un conflit régional où c'est la SADC qui se bat contre l'EAC. Mais si vous voyez que l'EAC, même si nous savons que l'EAC est pour le Rwanda, mais l'EAC ne se prononce pas clairement contre nous. L'EAC ne soutient pas militairement, officiellement, le Rwanda contre nous, comme le fait la SADC, c'est parce que nous faisons aussi partie de l'EAC. Et donc les textes de l'EAC ne leur permettent pas de prendre fait et cause pour être comme les instructeurs roumains, tout ça qu'eux appellent les mercenaires. Vous avez vu comment ils ont ramené une partie des Ouazalènes de tout ça bien en FRDC pour aller les désarmer là-bas de l'autre côté au Rwanda, pour les humilier là-bas. Vous savez combien le peuple rwandais est maintenant fier et pour dire qu'ils ont un président qui s'attaque verbalement à tous les présidents. Il a quasiment insulté Ramaphosa, il s'est attaqué verbalement à Lorenzo, et donc il s'attaque aux Occidentaux, et donc ils sentent qu'ils ont Yamaka Sinabaramobwe, qui sait les défendre et qui sait amener ses militaires partout. Qui est derrière? Non, bien sûr, ce monument na so soit Toninzungu Sege. Maman n'a pas assez. Donc ça veut dire que les RDC Azana Maman Mona c'était pour non, le protéger mais façon. je voulais toujours dire, je vais le répéter, il n'est de l'intérêt de personne que la RDC soit forte. Ni sur le plan international, et surtout pas sur le plan régional. L'Afrique du Sud là veut avoir aussi, on va dire, une certaine ascendance. Même l'Angola, vous savez que l'Angola prend notre pétrole. Vous pensez que l'Angola voudrait une RDC vraiment forte militairement et qu'on devient le point de référence pour l'ensemble de l'Afrique. Même militairement, on devient comme l'Égypte. Tous nos voisins savent que si la RDC est forte, la RDC politiquement est stable, économiquement est prospère, militairement est puissante, on va les écraser tous. On va même peut-être commencer à s'immiscer dans la politique intérieure de chaque pays. Donc, il n'est de l'intérêt de personne. Ce qu'ils veulent, c'est peut-être un semblant de stabilité, parce qu'ils savent que la guerre peut facilement traverser les frontières et les endeuiller et les déstabiliser. Mais ils ne veulent pas d'une RDC prospère économiquement, une RDC puissante militairement, une RDC organisée sur le plan de la gestion et tout ça. Non. Donc, il n'est de l'intérêt que de nous-mêmes de pouvoir nous organiser, parce que nous savons c'est quoi le prix de ces manques d'organisation-là. On les ressent dans l'Ibumunabiso, dans Banzala. On les ressent dans nos riz qui sentent mauvais, où tout le monde jette les immondices là où il est. Chaque conducteur conduit comme il veut. Chaque autorité gère l'argent comme il veut. Où les gens sont devenus plus puissants que l'État. Et certains avaient dit qu'ils deviennent même plus riches que l'État. Alors, Président, prenons cette question ici pour mettre terme, parce qu'on prend les prélats catholiques et les CC qui, lundi, étaient chez le président de la République, étaient dans un entretien. Donc, il parle d'un projet de sortie de crise, dans cette crise de sécurité dont la RDC fait face. Mais on est surpris, après quelques jours, on voit directement les prélats catholiques aller à Goma. Une question qui se pose, comment ils sont arrivés, par quels moyens sont-ils arrivés à Goma? Et ils sont allés parler avec Nanga. Ils disent qu'ils ont eu un quitus du président de la République, dont certains estiment qu'ils sont complices
avec Corneille Nangaa ainsi que les M23 pour déstabiliser le pays. Quelle est votre lecture de fait? Bon, je ne veux pas entrer dans des accusations gratuites. On va accorder à nos pères le bénéfice du doute parce que nous n'avons pas le monopole de l'amour du pays. Chacun s'est dit qu'il veut du bien pour notre pays et il est fait à sa manière et on peut discuter de la manière justement. Mais je n'aimerais pas qu'on discute sur les intentions parce que seul Dieu sonde les cœurs et les reins et il connaît les motivations de tout un chacun. Okay. Et donc sur ces points-là, je pense qu'ils sont animés de cette volonté-là de pouvoir régler la question de la guerre et amener la paix et la concorde même politique et qu'on puisse taire les armes, qu'on puisse taire nos divergences et qu'on regarde tous en avant comment on peut amener le pays vers son développement. Mais comme j'ai dit, la manière, c'est celle que c'est à cela que je n'adhère pas. Parce que tout le monde veut la paix. Oui, la manière. La manière, justement, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Rwanda a toujours présenté ces problèmes de l'insécurité à l'est du pays comme étant un problème congolo-congolais. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Lui, il a un problème avec les FDLR, mais les restes là, ces gens-là se battent pour eux-mêmes. L'AFC se bat pour des revendications politiques. Les M23 se bat pour sa survie parce qu'ils ont leur nid d'appartenir au Congo, tout ça et tout, ils veulent revenir sur la terre de leurs ancêtres, etc. Tout ça. Et donc, et que lui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, nous savons tous que c'est le Rwanda qui est là. Nous savons tous que ce sont les militaires rwandais qui ont traversé, qui ont bombardé Goma, qui ont tué 3000 Congolais. Minimum, sans compter les fausses communes, sans compter d'autres gens qui n'ont pas... Et depuis les 3000 là, on parlait des gens qui sont seulement passés par les morgues, sans compter ceux-là qui ont directement été enterrés parce qu'ils étaient dans les rues. Donc on est à plus de 4-5 000. Ok. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le sang des Corneille Nangaa. C'est le même sang qui coule dans les cœurs, dans les veines des Corneille Nangaa qui a été versé. Et Corneille Nangaa s'élève et se tape la poitrine et dit c'est pas le Rwanda, c'est moi qui ai fait ça. Parce qu'il nie que le Rwanda n'est pas là. Eux aussi disent, donc c'est quelqu'un qui vient, qui a revendiqué en fait, une autorité morale de la mort de nos Congolais. Ah, ouais. Autorité morale de la mort des Congolais. Oui. Parce qu'en réalité, c'est pas lui qui l'a fait. Mais il dit que c'est lui, pourquoi? Parce qu'il vient revendiquer cela. Oui. C'est extrêmement grave. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas récompenser la barbarie. Nos pères sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont connu la conférence nationale souveraine. Ils ont connu les négociations de Lusaka, ils ont connu tout, même pendant que Kabila les pères entraient, il y a eu des négociations aussi avec le roi, avec Mobutu, ils se sont retrouvés dans un bateau là sous la médiation de Nelson Mandela, et donc il y a eu tous ces épisodes là. Il y a eu dernièrement, enfin pas dernièrement, pour avoir cette constitution, il y a eu Sun City. Où cette affaire, après avant ça, il y avait cette affaire des 1+4, tout ça. Que nous ont rapporté toutes ces compromissions-là avec les gens qui nous ont endeuillés. Ouais. J'en conviens qu'on doit être réaliste, qu'on ne peut pas parler de paix sans parler de ce qui se passe à l'Est et des auteurs de ce qui se passe à l'Est. J'en conviens. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas le moment qu'il fallait le faire. Il fallait encourager ces gens-là, ou même après les avoir rencontrés, faire une déclaration où on les encourage à aller dans les processus de Nairobi, par exemple. Okay. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que nous devons rester dans la logique de ce qui est fait au niveau international. Parce que dès le moment où on enlève cette dimension d'un pays voisin qui a agressé, qui occupe un autre pays souverain, qui a violé la souveraineté de notre pays, automatiquement, le conflit perd sa dimension et même l'implication et la pression de la communauté internationale, les sanctions que l'on veut contre le Rwanda qui vont les dissuader, n'auront plus lieu d'être. Parce que là, c'est une affaire entre Congolais qu'il faut régler entre Congolais. Ouais. Et donc, à ces stades,
c'est vraiment comme un bouée de sauvetage qu'on est en train de donner au Rwanda. C'est comme si on a légitimé. On a légitimé justement Corneille. Et ses revendications. Sa posture et le fait que ça soit réellement un mouvement congolais, tout ça, tout ça. J'aurais préféré peut-être qu'il commence à Kigali. Ouais, c'est ça identifier le vrai problème. J'aurais préféré qu'il commence à Kigali pour demander à Kigali d'arrêter son soutien pour ouais, donc il fallait vraiment rester dans la logique de tout ce qui est su de tout le monde. Parce que nous savons que ces gens-là... C'est une démarche biaisée. C'est une démarche biaisée. Je vais dire, le fond, il est correct, parce que nous voulons tous la paix. Et comme je le disais, lorsque vous êtes faible, vous négociez. Mais vous ne négociez pas votre propre mort. Et donc, ouais, donc cette négociation-là que nous tous nous appelons de notre vœu, parce qu'il faudrait que l'on en parle. S'il faut taire les armes et pouvoir obtenir la paix, qui ne sera pas preneur? Parce que la guerre, ce n'est pas de la blague. Ceux qui ont connu la guerre savent que la guerre, ce n'est pas de la blague. Vous voyez? Mais cela ne doit pas se faire au prix de la mort de notre pays. Parce qu'on sera coupable envers nos aïeux qui nous ont légué ces pays dans ces frontières de 1960. Et on sera aussi coupable face à la future génération. Ouais. Et donc, je demande à nos pères de pouvoir réconsidérer leur démarche. Comme on dit, le vin est tiré, ils l'ont bu, ils se sont enivrés d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais je demande simplement à notre peuple de ne pas trop se fier dans cette affaire-là, parce qu'on va dire eux-mêmes, ils ont intégré les germes de la destruction de cette affaire-là. Et donc, je ne vois plus quelqu'un du gouvernement, tout ça, venir encore s'associer dans cette affaire. Après qu'ils aient rencontré Corneille Nangaa, ce serait un peu encore comme donner plus de légitimité encore à cette démarche-là, tout ça. Et moi, personnellement, je vous dis, même si j'étais consulté, appelé pour ça, je ne m'y rendrai pas. Je ne m'y rendrai pas parce que je ne veux pas saluer la main qui a salué quelqu'un qui a les sangs de mes compatriotes, qui est encore frais, vous voyez, entre ses mains. Je ne veux pas, moi aussi, quelque part, avoir ces sangs-là entre ma main. Et surtout que cette personne-là, elle n'est pas la seule. Dans nos instituts, il y a des gens qui ont les sangs aussi, comme je l'ai dit. Mais cette personne-là n'est pas entrée dans une posture de repentance, dans une posture où elle reconnaît que c'était une bêtise, elle reconnaît avoir mal fait, et elle demande le pardon de la République, et elle rentre dans un processus de dialogue pour pouvoir désamorcer la crise, tout ça, rentrer dans la vie civile et régler ses revendications politiquement. Ouais. À ce moment-là, oui, si Christ nous pardonne nos pires péchés, qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon? On va dire, le pardon, c'est pas seulement le pardon. Le pardon, c'est peut-être aussi le pardon peut être là, mais le jugement demeure. Et donc, pour ne pas consacrer l'impunité. Enfin bref, j'ai dit, je me sentirais à l'aise de parler avec Corneille Nangaa si c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui a quitté les schémas de Rwandais. Parce que nous savons que le véritable problème, c'est le Rwanda. Eux, ils ont été séduits par l'ennemi. Ils sont comme envoûtés. Et donc, nous attaquons de l'autre côté là-bas, le Rwanda, que nous allons attaquer jusqu'au bout, qui doit payer pour tout ce qu'il a fait dans notre pays, pas seulement à travers Corneille Nangaa, à travers Kabila le père, à travers tous ces pantins-là qu'ils ont mis en avant pour tuer près de 10 millions de Congolais. Il doit payer pour ça. Mais les Congolais qu'il a utilisés notamment pour justifier ça entre nous Congolais, dès lors qu'ils se répandent, dès lors qu'ils reconnaissent leur mal. Un d'entre eux, on a fait de lui héros national, comme je le disais au début. Si il reconnaît ses erreurs, automatiquement, on le récupère. Non, j'ai dit, non, s'il reconnaît ses erreurs, il dénonce le complot du Rwanda, comment le Rwanda les a utilisés et tout ça. Il devient comme un témoin, en fait, pour charger davantage le Rwanda. Vous voyez? Et nous, on continue notre démarche contre le Rwanda au niveau international. Et au niveau national, on vide le Rwanda de toute sa subsistance. Donc, c'est comme ce cache-sexe-là du Rwanda, qui est l'AFC. On enlève ça et on expose sa nullité devant tout le monde. Et on ne va pas jeter le cache-sexe qui n'était qu'utilisé par cet ennemi-là. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Et là, il va se montrer qu'il est dans une démarche de rémission, il est dans une démarche de repentance. Et ça, on peut s'entendre. Il n'est pas le seul à avoir les sangs des Congolais entre les mains. Hein. Ceux qui détournent l'argent des hôpitaux ici, ceux qui détournent l'argent des médecins, des enseignants, tout ça. Et parfois, il y a certains enseignants qui meurent parce qu'ils n'ont même pas des médicaments achetés contre la malaria. Parce que quelque part, quelqu'un a détourné son argent. Tous ces gens-là ont les sangs des Congolais entre leurs mains. Et donc, il ne faudrait pas penser que ceux-là qui font la lutte armée, parce que c'est les sangs qu'on voit comme ça, parce que c'est des massacres qu'on voit, qui
qui nous ont dans une forme de terreur qui est beaucoup plus grave que ceux-là qui détournent des millions, et ces millions-là causent la mort de plusieurs gens, sans minimiser ce que ces gens-là font. Et je l'ai dit, c'est des gens que je ne peux pas les saluer parce qu'ils ont les sangs de notre compatriotes entre les mains. Mais il faudrait comprendre que le problème du Congo n'est pas simplement le problème de ceux qui prennent les armes, c'est aussi un problème de ceux-là qui gèrent notre armée, c'est aussi un problème de ceux-là qui gèrent notre administration, c'est ceux-là qui gèrent nos services de sécurité, c'est ceux-là qui gèrent notre administration, c'est ceux-là... En tout cas, le problème du Congo, c'est un problème général. Et s'il faut les régler, et les régler de façon efficace et définitive, il faut avoir une vue globale, gérer les problèmes de gestion, gérer les problèmes de gouvernance, gérer les problèmes de dissuasion de l'État, gérer les problèmes d'efficacité de l'État, gérer les problèmes de continuité de l'État, parce qu'aujourd'hui, celui qui vient pense que c'est lui qui doit commencer dans un ministère, tout ce que son professeur a fait est mal. Et donc, il doit recommencer, il doit remettre en question tout ça. On n'a aucune direction, on ne sait pas d'où l'on vient, peut-être qu'on a oublié, et surtout, on ne sait pas où on va. Et ça, pour un pays aussi béni, pour un pays aussi fort, pour un pays aussi grand, c'est catastrophique. Et on ne peut qu'en s'en prendre à nous-mêmes. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Le problème est beaucoup plus interne qu'externe. Alors, Président, nous avons fini notre entretien de ce jour, mais une question dernière, une courte question. Les gens, bien l'opinion s'insurge et se pose la question, à quand la réduction du train de vie des institutions, ou bien la taille du gouvernement, comme l'avait dit le président de la République? Parce qu'on dirait que ça tarde. C'est bien, ce sera un symbole justement du fait qu'on a commencé à se rendre compte qu'on a été à côté de l'essentiel et qu'il faudrait qu'on commence à agir autrement pour que le pays soit beaucoup plus efficace et efficient. Mais moi, je dis que je ne crois pas trop à cette affaire-là parce qu'on est habitué à des effets d'annonce, on est habitué à une certaine... Oui, on est habitué... Oui, on est habitué à des effets d'annonce parce que c'est comme si on comprend que notre pays, notre population aime le populisme. Vous voyez? Mais on a oublié que notre population aime les résultats. Parce que les Fachi Béton dont on criait là, c'est les Fachi Béton, on a vu comment il a fini le problème il y a commerce à Akaga. En mettant les bétons, par exemple. Oui, il a amené la gratuité de l'enseignement. Et donc, lorsque les résultats sont là, les gens t'applaudissent, les gens vont t'aimer sans problème. Plutôt que d'aller dans le populisme. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, le mal du Congo, c'est que tout le monde a Tchako. Donc, tout le monde est dans la politique cosmétique, tout le monde est dans les m'as-tu vu, tout le monde veut qu'on voit qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on parle trop et parfois les résultats ne suivent pas. Et n'agissent pratiquement pas. Voilà, donc il faut agir. Et moi, j'aurais aimé, on n'a pas besoin d'annoncer qu'on va réduire la taille du gouvernement, qu'on va faire beaucoup plus d'efforts. Parce que, non, on savait tout ça. On savait qu'il y avait la gabégie financière. On savait qu'il y avait des gouvernements pléthoriques avec Kabila parce que c'était des dialogues, ceci, cela, tout ça. C'est pas 6 ans, 7 ans après être arrivé au pouvoir qu'on va commencer à parler de la réduction du train de vie des institutions. Ça n'a pas un sens. La guerre a commencé depuis 2022. C'est pas maintenant qu'on va parler de l'effort de guerre. Ça n'a pas un sens. Qui peut croire à ça? Notre population n'est pas bête, n'est pas dupe. Et c'est comme ça que j'ai dit non. Non, j'ai dit les gens qui travaillent autour du président, parce que moi je connais le président. Oui. Je ne le connais peut-être pas très bien, mais j'ai eu à parler avec lui en face, et pas qu'une fois. Et j'ai son portable. Et c'est quelqu'un que j'ai étudié bien avant. Je lui écrivais sur Facebook, là, il me répondait avant même qu'il devienne président. Et donc, je connais comment il est bon. Ouais, je connais comment il aime ses pays. Je connais comment il a la volonté de pouvoir faire des choses. Mais à un certain niveau de responsabilité, ta seule bonne volonté ne suffit pas. Tu dois t'entourer des gens qui te disent la vérité. Mais malheureusement, le président les choses comme elles sont. Non, il n'y a que des coopérants. Il n'y a que des gens qui sont là pour leurs intérêts. Il n'y a que des gens là qui les connaissent tellement bien et qui ne lui disent que ce qui est bon pour lui, ce qu'il veut entendre. Vous voyez? Pourtant, ce qu'il veut entendre, c'est la vérité. Ce qu'il veut entendre, c'est la réalité. C'est pas quelque chose où on vient fabriquer une réalité parce que bon, les chefs doivent se mettre contents. Vous voyez? Et donc, je pense que les gens qui sont autour du président ne l'aident pas. Ne l'aide pas, et nombreux qui ont été là au début avec lui ont été déboulonnés, tout ça, Bifor Bissele, François Beya, les Kabound, les Nicolas Kazadi, tout ça, et tous ont été débarqués d'une certaine façon. On aurait eu l'impression qu'il y avait un complot autour où les gens voulaient enlever cette ceinture-là, tout ça, des gens
qui étaient là, des gens qui étaient tellement proches de lui, qui étaient capables de lui dire les choses comme ça en face, de lui dire la vérité. Alors, on a laissé que des, on va dire, des gens sans aucune personnalité, des flatteurs, déjà des djallélistes, des gens où, battent la kwangabana et tout ça, et qui lui disent pas la réalité. Ouais. Et donc, c'est ça, on va dire, la calamité qui s'abat sur notre pays. Mais comme je dis, ce n'est pas une fatalité. Okay. Ce n'est pas une fatalité. Le bien, c'est que le président en parle, donc c'est-à-dire il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et que c'est un problème qu'il fallait régler. Et je l'encourage dans cette démarche-là, mais j'encourage surtout l'ensemble du peuple congolais, l'ensemble de ceux qui nous dirigent, d'être plutôt dans l'efficacité. On n'avait pas besoin de l'annoncer. Ce qu'on attendait, c'est peut-être qu'on a arrêté tel général, qu'on a lancé des procès, comme on a vu des procès sur nos militaires qui ont commis des exactions et tout ça à Calais. Non, c'était à Bouizage, enfin, je ne me rappelle même plus. Et il fallait prendre des mesures où on voit simplement les résultats. Ça, les gens vont beaucoup plus applaudir que dire que vous avez pris des mesures, mais que ces mesures-là n'apportent aucun résultat. Parce que maintenant, là, tout le monde dit, à quand cette réduction? À quand cette réduction-là? On attendait les remaniements. Les remaniements n'arrivent pas. Et vous verrez que les remaniements vont arriver maintenant, là, on aura 50 ministres. Parce que dès lors qu'on va lancer comme ça, vous verrez les gens passer sur TV5, les gens passer sur ceci, tout ça. On est autorité morale, on a autant de députés, on mérite ceci, on mérite cela, on ne nous a pas considérés, tout ça. Et si on rentre encore dans ces jeux-là, on aura encore un gouvernement pléthorique. Ouais. Et donc, il faudrait qu'on soit beaucoup plus dans l'efficacité et dans les effets d'annonce. L'efficacité, c'est ce qui te permet de dire que c'est la fin qui justifie les moyens. L'efficacité, c'est ce qui te permet de pouvoir naviguer à contre-courant. Parce que tu sais que, même si c'est à contre-courant, mais c'est ça la bonne direction. L'efficacité, c'est ce qui te permet d'être hué par les gens pendant que tu travailles. Mais au bout, lorsque le déluge commence, tout le monde vient frapper à ta porte, ouvre-nous, on va entrer. Donc, quand tu es sûr de là où tu vas, tu es sûr que tu as pris les bonnes mesures pour produire les résultats, tu tiens jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'applaudir. Parce que ceux-là qui t'applaudissent là ne connaissent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Pour finir rapidement, je suis père. Si je suis dans la galère et que je n'ai que peut-être 5 000 francs pour préparer, ma fille peut me dire que papa, je veux le chocolat. Je ne vais pas lui acheter un chocolat de 3 000, 4 000 à 10 heures, alors que je sais que les 5 000 là, c'est ce qui doit comment la nourrir jusqu'au lendemain. Je vais la laisser pleurer à 10 heures. Maintenant, mettez-moi Badi Moroboué à 14 heures. Je sais que ça là, quand elle va manger, elle sera tellement rassasiée qu'elle va oublier qu'elle avait pleuré à 10 heures. Pour le chocolat, elle avait dit que je suis un mauvais père. Et Mouka Parawana, et béton, elle va jouer jusque le soir, elle sera fatiguée, elle va s'endormir, elle va se réveiller le lendemain. Plutôt que de lui donner les chocolats à 10 heures et à 14 heures, elle va oublier que tu étais un bon papa à 10 heures. Mais elle va dire que tu étais un papa irresponsable. Très bien. Et donc, quand on sait ce qu'il faut pour le peuple qui généralement ne sait toujours pas ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui, on les fait, on n'a pas besoin d'être applaudi. Lorsque les résultats seront là, les résultats vont s'imposer d'eux-mêmes. Très bien. Merci beaucoup, Président. Merci, mon frère. Ces détails, de répondre aussi à notre invitation du jour. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup à Jordi. Merci. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir accordé une attention assez particulière à cette émission qui était riche. C'était comme, voilà, nous sommes rentrés dans l'histoire pour parler des mots qui dérangent la République démocratique du Congo. La RDC est un géant qui s'élève et mettra terme à ces hostilités qui dérangent notre pays. Pour le reste, portez-vous bien. Aimez la RDC. Les institutions de la République doivent être soutenues par nous, ainsi que le président de la République. Pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.